Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de votre semaine de vacances, au ski ou ailleurs. Et donc comme vous l'avez vu sur la miniature, cette vidéo sera dédiée à One Piece, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que dès lors que je prends l'initiative de faire cette vidéo, j'ai le droit de m'autoproclamer le plus grand fan de One Piece de Jem. Voilà, c'est un titre honorifique, c'est dit. Après, seul à vous de juger. La deuxième, c'est pour les vues. Clairement, One Piece c'est devenu très très populaire. Surtout depuis la sortie du tome 100, j'ai l'impression que beaucoup de personnes s'y sont mis. Donc j'espère que ça va attirer du peuple. Et la dernière, ceux qui lisent les chapitres sont au courant que le dernier nous a laissé sur un énorme cliffhanger. Donc faire cette chronique, ça me permet aussi de passer le temps en attendant vendredi. La chronique sera en 3 parties, pas de thé. Je vais d'abord faire un petit résumé de l'œuvre. Ensuite, je vais parler des forces du titre et puis je vais vous livrer ma propre théorie One Piece. Et je vous préviens, c'est du très 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 lourd, alors restez jusqu'à la fin. Voilà, One Piece, pourquoi, quand, comment, vous saurez tout de suite. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Alors, petit résumé avant toute chose. Donc, l'histoire de One Piece se déroule 20 ans après la mort de Gold Roger, roi des pirates de son état. Le jour de son exécution, il crie sur la place publique qu'il a laissé son trésor, le One Piece, dans la nature. Toutes les personnes rêvant d'aventure partent en mer pour essayer de le trouver et débute alors la grande ère de la piraterie. Après ces événements donc, Luffy, un garçon ayant mangé un fruit du démon lui conférant un corps en caoutchouc, grandit dans une région recluse d'East Blue, l'une des 5 mers du globe. Il souhaite devenir le roi des pirates à son tour et prend la mer pour monter un équipage. Il y vivra des aventures, affrontera des ennemis, qu'ils soient d'autres pirates ou des hauts gradés de la marine, l'équivalent des forces de l'ordre du gouvernement en place. Pour devenir le roi des pirates, Luffy doit en premier lieu quitter sa mer natale pour pénétrer sur Grand Line, une mer centrale délimitant les 4 autres océans, où s'affrontent tous les pirates ambitionnant de trouver le One Piece. Là-bas, il se forgera petit à petit une réputation, passant d'inconnu à rookie, à pirate comptant réellement dans la nouvelle ère. Bon, voilà brièvement le résumé. Maintenant, on va parler des forces du titre et pourquoi vous devriez lire One Piece si c'est pas encore fait. Alors, la plus grande force de l'œuvre, c'est l'univers qui est posé et donc le monde qui y est développé. Il est ultra vaste, c'est une source intarissable d'histoires mémorables. Les aventures peuvent se dérouler aussi bien sur une île dans le ciel que sur une île sous-marine. Et vu que l'univers est archi bien construit, il fourmille de détails, d'explications, de mythes, tous les endroits que crée Oda, aussi improbables soient-ils, restent toujours cohérents, c'est-à-dire qu'on y croit. Voilà, dans un autre manga, faire un arc sur une île céleste qui vole sur les nuages, ça passerait moyen, mais ici, étant donné que l'univers est tellement bien construit par tous ces détails, ça nous sort pas de l'histoire. Et ça participe vraiment au sentiment d'aventure qui traverse l'œuvre tout du long. On suit un long voyage et on visite en même temps que l'équipage des lieux oniriques, tout droit sortis des rêves de l'auteur. Il y a toute une mythologie One Piece, et ça c'est vraiment une des forces du titre aussi. Il y a des personnages déjà en place, des pirates ayant déjà impacté leur époque et dont les simples évocations font d'eux des légendes, des mythes et effraient le commun des mortels. Et c'est quand même super grisant de voir l'équipage de Luffy et Luffy lui-même se frayer un chemin parmi ses grosses têtes, en passant d'inconnu à pirate reconnu parmi ses pairs. Au début de l'histoire, on découvre petit à petit que Luffy n'est rien et que pour se faire sa place, il va devoir se hisser sur le toit du monde comme ces pirates légendaires dont il aspire à faire partie. Avec le système des primes, alors dès qu'un pirate fait une connerie, sa prime augmente. On peut clairement suivre l'évolution de la réputation de Luffy et la confronter à celle des pirates déjà en place. Après chaque aventure, chaque coup d'éclat, il prend en grade
Et on peut ressentir clairement les conséquences de ses actes dans l'univers dans lequel il évolue. Et ça, c'est très kiffant parce que l'univers n'est pas figé. Le monde évolue, les politiques changent, les systèmes se développent, etc. Et ce qui est encore plus intéressant avec cette mythologie, c'est qu'elle se base sur des systèmes bien établis, ce qui la rend encore plus tangible, avec notamment les grands corsaires, qui sont 7 pirates de renom qui sont aussi au service de la marine, et les empereurs notamment, qui sont au top de la hiérarchie, voilà, sur le toit du monde, qui sont au nombre de 4, et qui ont à eux seuls plus de pouvoir que les plus grandes nations. Une autre force du titre, ce sont les personnages de One Piece. Alors Oda est un vrai génie pour créer des personnages hauts en couleur. Ils ont tous un style vestimentaire bien marqué, leurs propres expressions et leurs propres rires, leur propre vision du monde et des caractères bien uniques. Donc voilà, c'est assez fort. Et quant au physique des personnages, Oda ne s'impose aucune limite. Donc certains humains peuvent mesurer 5 mètres, d'autres ont des jambes immenses, certains ont des cornes, d'autres ont des ailes. Et ça peut rebuter certains qui ne sont pas rentrés dans l'œuvre encore parce qu'ils trouvent le dessin trop cartoonesque. Mais dès qu'on s'imprègne vraiment du style d'Oda, écoutez, c'est vraiment ce qui nous garde dans l'œuvre parce que ça lui permet de ne s'imposer aucune limite. L'œuvre est aussi portée par la diversité des races de personnages qu'elle présente. Donc il y a les humains bien sûr, mais il y a aussi les géants, les hommes-poissons, les nains, les minx, les oni, la tribu des longs bras, la tribu des longues jambes, les hommes célestes, et j'en passe encore. Donc bon, l'univers fourmille de cultures, de populations différentes. Mais surtout, ce qui est intéressant, comment Oda aborde ces cultures. Il va nous donner énormément d'informations, notamment sur la manière dont ils vont se nourrir, ils vont cultiver, comment fonctionne leur industrie. Il va parfois évoquer leur système politique. Toutes ces informations, les unes ajoutées aux autres, ça rend le tout encore plus vivant et plus concret. Plus on en découvre et plus l'univers en place devient cohérent. Et ça, c'est un vrai tour de force. Voilà, la dernière grande force du titre, c'est le mystère, qui est omniprésent dans One Piece. Il y a bien évidemment le mystère du One Piece, qu'est-ce que c'est, où il se trouve, mais il y a aussi le mystère du siècle oublié qui sert de toile de fond à l'histoire. Et il y a d'autres mystères, surtout liés aux personnages, spécialement ceux qui n'apparaissent peu, voire pas du tout, mais dont les noms reviennent souvent dans l'histoire. Donc il y a le docteur Vegapunk pour les connaisseurs, il y a aussi Shanks, Dragon, bon j'en passe et des meilleurs. Mais plus intéressant encore que les mystères, c'est tous les petits indices qu'Oda distille tout au long de l'histoire. Tout ça nous sert de terreau, et ça permet l'existence de milliers de théories. Et quand on kiffe One Piece, on a forcément sa propre théorie, celle qui nous semble la plus cohérente ou qu'on aimerait le plus voir prendre corps. Et donc je pense que c'est le bon moment pour moi de vous livrer ma théorie. Je vous préviens, c'est du très 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 lourd, alors accrochez vos ceintures. Let's go baby. Attention spoiler, si vous suivez pas le manga et que vous aimeriez vous y mettre, ou si vous n'êtes pas tout à fait à jour et que vous avez arrêté après l'arc Whole Cake ou au début de l'arc Wano, je vous conseille de revenir quand ça sera plus le cas. Voilà, c'est dit. Donc la dernière grande révélation dans One Piece, c'est l'existence de Rox Dick Zebek, le capitaine de Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki, et j'en passe. Et la théorie le concerne quelque peu. Donc dans les SBS, qui sont les questions-réponses entre chaque chapitre dans le format papier, Oda dessine Luffy à différents âges. Donc on remarque qu'à 40 et encore plus à 60 ans, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à son grand-père, Garp. Et étrangement, Dragon, donc supposément le fils de Garp, ne ressemble absolument pas à son père. Pas du tout la même gueule, pas la même carrure. Alors, c'est surprenant que Luffy ait pris autant de son grand-père et que Dragon, lui, un Bezef. Malgré le peu qu'on ait vu de lui, Rox Dick Zebek ressemble étonnamment à Dragon. Et beaucoup trop pour que ce soit une coïncidence. La même mâchoire, les mêmes cheveux, la même forme de tête, la même carrure. Dans One Piece, tout ça, ça peut pas être une coïncidence. Donc ma théorie est donc que Dragon n'est pas le fils de Garp, mais bien le fils de Xebec, ce qui ferait de Luffy le petit-fils de Xebec, et donc le fils de la fille de Garp. On sait que Garp s'est associé à Goldie Roger sur God Valley pour affronter Xebec il y a 40 ans de cela. Donc ça colle parfaitement parce que Dragon a 40 ans et des brouettes. On sait aussi que la marine a pour habitude de recueillir les enfants abandonnés. On l'a découvert dans les flashbacks de Big Mom. On sait aussi que X-Drake a été accueilli par la marine lorsque son père s'est fait tuer par Doflamingo. Et je suis presque convaincu qu'après leur victoire, Garp a accueilli Dragon. Et alors vous allez me dire, c'est pas possible, ça colle pas parce que Monkey D. Dragon s'appelle Monkey D et pas Rox D. Sauf qu'il existe au Japon une pratique, le sukoku, voilà, pardonnez mon japonais, qui permet au mari de prendre le nom de son épouse, spécialement lorsque le nom de son épouse est plus prestigieux que le sien.
Alors Monkey D, le nom du héros de la marine, est forcément plus prestigieux que celui de Rox D, qui est en fait un démon, quoi. D'ailleurs, quel est l'autre personnage de One Piece qui porte le nom de sa mère et non de son père pour des raisons similaires? Un indice, il est mort. Portgas the Ace. Et ouais. Donc Luffy, comme son frère, porterait le nom de sa mère et non celui d'origine de son père. Maintenant, ceci étant dit, où est la mère de Luffy? Ben elle est morte, elle aussi. Et sa mort serait la raison pour laquelle Dragon est le gouvernement mondial et Garp refuse de devenir amiral et de servir les dragons célestes. Vous savez à quel point Oda aime faire des parallèles? Alors il y en a plein, mais par exemple le fait que la deuxième partie du manga est un miroir assez convaincant de la première. Et donc ici, l'idée, le parallèle se fait sur l'enfance de Dragon qui est très similaire à celle de Luffy. Garp aurait laissé Dragon et sa fille quelque part à quelqu'un parce que voilà, il n'a pas le temps de s'en occuper. Et Dragon aurait grandi là-bas avec la fille de Garp. Et comme Luffy avec Ace, il aurait développé une amitié sans borne et sans faille avec la fille de Garp. Et comme Luffy avec Ace, il a perdu la personne auquel il tenait le plus, celle avec qui il a grandi, des mains de la marine. Et donc cette perte a aussi détruit Garp. Et donc si on reprend, Luffy serait non seulement le petit-fils de Garp, de Monkey D. Garp, mais il serait aussi le petit-fils de Rox D. Xebec. Il aurait donc la volonté du dé du côté de son père et du côté de sa mère. Et si on regarde One Piece, dans One, il y a le O, voilà, qui est en majuscule dans le titre. Et le O peut être divisé en deux parties, 2 dés. Et donc finalement, peut-être que la volonté du dé est celui qui est fait pour exécuter la volonté de Roger, et ben c'est celui qui aurait cet héritage des deux côtés, et donc qui ne serait pas une seule partie, mais qui serait le tout, vous voyez? Vous me suivez ou pas là? C'est technique. Et donc quelque part, le One Piece, ça serait Luffy lui-même, parce qu'il serait non pas une seule partie, mais One Piece. Vous voyez? Un dé d'un côté, un dé de l'autre. Down Piece. On peut aller loin, mais je pense qu'on va s'arrêter tout de suite. Et écoutez, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère que cette théorie vous aura égayé, enjaillé même éventuellement. Et voilà, passez une bonne soirée en SAD ce soir, ou chez vous si vous y allez pas. Salam les copains, à la prochaine.